Que la lumière soit. Beaucoup d'entre nous nous sommes déjà amusés avec des objets connectés, mais sans forcément s'intéresser aux enjeux de sécurité sous-jacents. Paul Pinault est expert IoT et adore partager ses connaissances et expériences. Il paraît même que parfois il fait de l'assembleur. Il va nous faire voyager au cœur de la sécurité des objets connectés. Merci d'accueillir Paul. Oyez, oyez mes amis, Jean, merci d'avoir rejoint cette scène où nous allons parler aujourd'hui de Luminion. Et sachez mes amis qu'aujourd'hui il y a sorcellerie. Alors je vais vous demander un petit peu de participation à chaque fois que je vais dire les amis, j'aimerais que vous répondiez il y a sorcellerie. D'accord ? On va essayer. Les amis ? Un peu plus de cœur, il y a ? Merci, très bien. Alors, moi, je fais partie d'un atelier de maîtres artisans et ingénieux bâtisseurs qui œuvront à la conception d'artefacts. Nous forgeons dans notre noble manufacture quelques machines telles que des Nespresso que vous avez utilisées, mais aussi maints objets enchantés tels que nous allons les voir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas parler comme ça tout le long, sinon ça va être compliqué pour moi, je vous rassure. Mais je vais vous parler aujourd'hui de Luminion, de tels Luminions que j'ai rencontrés lors de mes périples et qui sont quelques 300 millions vendus chaque année. Un petit domaine qui représente 2,5 milliards de sesterces en 2024 pour 60% de part de marché qui correspond au Luminion dont nous allons parler, qui utilise une technologie appelée Wi-Fi. Et si, comme tout développeur que je suis et que vous êtes, nous avions à développer ce Luminion, nous, un week-end, pour voir ce qu'il en est, eh bien, nous pourrions arriver à ceci. 40 lignes de parchemin décrivant le fonctionnement du système et permettant de réaliser la magie. Alors oui, mes amis, il y a sorcellerie. Et je peux aussi éteindre le luminion sans même le toucher, ni la moindre allumette. Il y a... Merci. Ouais, vous n'avez pas vu, il y a un petit curl qui est passé, mais je n'ai pas le temps de setuper l'écran pour le voir. Donc nous allons voir ça. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est l'âme du malin qui se situe à l'intérieur de ce système. Et pour cela, il est important d'ouvrir l'animal avec, de préférence, un outil largement adapté pour la chirurgie d'un tel élément, soit une bonne épée de bon fer forgé, aussi appelé dans un monde plus moderne, Dremel. À l'intérieur de ce système, le malin réside dans cette petite boîte qui se compose finalement de peu de choses. On y trouve deux composants ici, qui sont des horloges, mais qui par magie ne balancent pas. Une ligne radio, on ne sait pas ce que ça veut dire à l'époque. Et puis, une boîte mystérieuse, sur laquelle est écrit ESP32, peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré vous aussi dans vos quêtes. Cette machine est une véritable forteresse, à un prix qui défie toute concurrence, 1,5 $ quand on l'achète nous-mêmes en quelques unités. Imaginez bien que par 300 millions, vous pouvez sans doute l'avoir pour beaucoup moins cher. Mais cette machine permet de communiquer bien au-delà des signaux de fumée. Elle intègre du Wi-Fi à 2,4 GHz, du BLE. Elle intègre deux cerveaux capables donc de réfléchir, d'exécuter des informations, capables d'exécuter 200 millions d'instructions par seconde. Elle contient une ROM de 448K, elle contient une mémoire RAM dynamique de 520K et une flash de 4 mégas. Et ça, c'est intéressant. Nos 40 lignes de parchemin ont-elles besoin d'autant d'espace pour fonctionner ? C'est un peu la question que nous allons nous poser. Mais tout d'abord, je voudrais m'arrêter sur un autre composant que vous avez ici et qui s'appelle eFuse. On le verra pour la suite, mais il est intéressant. C'est un composant que vous avez peut-être croisé dans une console Switch, par exemple, et qui vous empêche de faire un retour en arrière de version. En fait, c'est une sorte de fusible que l'on peut claquer de façon programmatique. Alors là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Finalement, vu du développeur, un eFuse, c'est une mémoire dans laquelle vous pouvez écrire, mais que vous ne pourrez plus jamais relire ni réécrire.
Alors là, mes amis, il y a sorcellerie. À quoi cela peut-il bien servir? Eh bien, il se trouve que ces IFUs sont reliés à ce petit composant cryptographique qui va en fait permettre de faire du chiffrement, de la vérification de signature avec des secrets bien gardés dans ce coffre-fort que sont les IFUs. Bref, revenons à notre question principale. Mais pourquoi y a-t-il autant de flash à l'intérieur de cette machine, puisque seules 40 lignes de code sont nécessaires à l'écriture? Eh bien, sans doute parce que jusque-là, et dans mes 40 lignes, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Pour ceux qui ont la référence, il s'agit du S de sécurité. Il s'agit du S de IoT pour la sécurité. Alors, la norme de sécurité, quand on parle de produits, de façon générale, c'est la norme China Export, que tout le monde connaît. La norme CE. Et norme CE qui, grosso modo, reviendrait à dire si ce lumignon, tu essayes de l'allumer, l'allumette ne va pas t'exploser au visage au moment où tu vas t'en servir. C'est une garantie émise par le constructeur et des organismes validateurs, vérificateurs, que le produit ne va pas être dangereux lors de son usage. Mais derrière cela, il n'est rien question de sécurité. Il est de sécurité au sens cyber du terme. Alors cette norme, elle a évolué. Et depuis août de l'année dernière, il y a une extension. Donc le label CE doit répondre aux critères qui sont derrière cette directive qui s'appelle la directive RED et qui dit que non seulement cet objet ne doit pas être dangereux d'un point de vue physique, mais il ne doit aussi pas être dangereux d'un point de vue cyber. Et pour ça, il y a un certain nombre d'obligations qui, si elles ne sont pas respectées par le fabricant, conduisent à une interdiction de distribution sur le sol européen. Grosso modo, ce que l'on attend d'un système aujourd'hui, c'est qu'il puisse être mis à jour, que l'on puisse upgrader notre lumignon pour qu'il éclaire différentes couleurs, mais surtout qu'il n'ait pas de problème de sécurité. Ces mises à jour doivent être sécurisées. Car à quoi bon cela servirait-il de pouvoir faire une mise à jour si le malin pouvait entrer dans la mise à jour lui-même pour imposer son mauvais fonctionnement? Les communications doivent toutes être chiffrées. Les données personnelles doivent être elles aussi chiffrées, y compris at rest, et être nettoyées. Il n'est pas question que lorsque je jette mon lumignon à la décharge, eh bien quelqu'un puisse venir opérer de façon chirurgicale le lumignon pour extraire de celui-ci les clés de mon château Wi-Fi. Et enfin, il ne doit plus y avoir de mot de passe par défaut. Ça, c'est peut-être ce que vous avez vu en achetant, par exemple, un nouveau routeur, en essayant de le configurer. Avant, tout le monde savait que le mot de passe était admin ou admin. Et là, vous deviez lire la doc pour savoir si c'était admin ou admin password, hein, selon les marques. Maintenant, en général, le système vous demande de créer votre mot de passe. Et donc de créer un utilisateur. Et en général, admin est même interdit. Donc ça, c'est des évolutions qui sont liées à la RED pour ceux qui l'implémentent. C'est la première vague. Il y a une deuxième vague qui est en train d'arriver, qui est le Cyber Resilience Act, en français dans le texte, qui va arriver cette année, fin d'année, et se renforcer l'année prochaine. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, parce que ça ne touche pas que le monde de l'électronique et de l'embarqué, ça touche aussi le monde de l'IT en général. Et là, le Cyber Resilience Act, il vient rajouter une couche supplémentaire qui vient non pas interdire la distribution d'un produit qui ne respecte pas, mais qui amène la possibilité de condamner une entreprise qui distribue ou fabrique un produit qui ne respecte pas le CRA. Au même titre que le GDPR, on parle ici de 2,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ou 15 millions d'euros, donc quelque chose de globalement dissuasif. Et cela nous amène à des sujets tels que la surveillance des CVE, donc des vulnérabilités, et donc une maîtrise de l'ICE-BOM. C'est souvent au travers de ça que vous avez pu voir des conférences sur ce sujet. L'objectif est de détecter, de mettre à jour et de communiquer. Avec une obligation dans la réglementation qui est de faire fonctionner le système pendant 10 ans et donc fournir des mises à jour pendant 10 ans. L'industrie électronique est en PLS. Mais pas seulement. Pas seulement, on parle aussi globalement de Secure by Design, Secure by Default. Donc on va parler aussi de mise à jour de firmware, mais là on va imposer que celui-ci soit signé, qu'il soit signé avec des clés de préférence asymétriques, donc avec la gestion de PKI, empêchant ainsi toute modification et fermant tous les accès. C'est aussi une obligation de faire du pen testing sur le système, et ça doit s'appliquer à tout produit connecté directement ou indirectement à Internet. Ma montre, qui communique avec mon téléphone, qui lui est connecté à Internet, est sujet au CRA. Alors face à ça, le royaume, comme je l'ai dit, est un peu en PLS et
des gens ont décidé de chercher des solutions et de proposer au marché des solutions. Il y en a plusieurs dans le monde. Certaines sont américaines, certaines sont chinoises. J'ai choisi ici de vous mettre une représentation de la plateforme chinoise Tuya, mais qui cherche à répondre en fait à l'ensemble de ces problématiques pour des fabricants de matériel qui, eux, n'ont pas forcément toutes les compétences pour répondre à celles-ci. Ce qui m'intéresse dans ce schéma et ce que je veux partager avec vous, c'est que nous allons aujourd'hui parler de notre petit Luminion. Mais en fait, la sécurité, c'est un écosystème complet dans lequel on peut avoir des gateways, on peut avoir des routeurs, on a un cloud, on a une application. Et la sécurité, c'est en fait le fonctionnement de tout ça ensemble. Si vous ne vous sentez pas concerné par du développement embarqué, en fait, vous êtes tous concernés par ces aspects-là et potentiellement des acteurs de ces aspects-là, où on retrouve du code un peu classique. Mais revenons à notre Luminion et regardons ce qu'il y a sur l'arrière de notre Luminion. C'est des points de test qui servent quand on fait la programmation en usine, en fait, à pouvoir programmer le système. Je ne vous cache pas que quand il est dans l'ampoule, ils sont assez difficiles à accéder. Et sur ces petits points, en fait, on va trouver différents signaux, dont des signaux qui nous intéressent ici en particulier, qui sont RX et TX, qui sont des signaux qui permettent de faire une communication série. Alors là, il n'est point question de vous montrer quelque chose qui, d'un point de vue sécurité, soit dangereux ou problématique. En fait, je vais juste regarder avec vous l'équivalent du boot d'un PC, qui va nous donner des informations, nous permettre de comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur. Alors quand notre système démarre, il y a un boot de level 1, c'est l'équivalent du BIOS de votre ordinateur, vous savez, celui qui comptait la mémoire. Bon, aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose à ce moment-là, mais voilà, qui comptait la mémoire. Et donc là, on va retrouver des informations très bas niveau, sans aucun intérêt. Mais on va démarrer ensuite un boot de level 2. Et celui-là est plus intéressant, le boot de level 2, c'est un peu le grub qui démarre, et donc qui va être le boot qui va aller charger le système d'exploitation. Et là, on a des informations qui sont un peu intéressantes. On voit qu'on démarre sur quelque chose qui s'appelle ESP-IDF. Et ESP-IDF, c'est un SDK qui est fourni par Espressif, qui est le fabricant de ce composant-là. Et c'est un SDK standard. Au passage, il a été un peu modifié, mais ça, on ne le voit pas à ce moment-là. Mais globalement, on est sur cet environnement-là. On aurait pu être sur d'autres environnements. Vous connaissez sans doute Arduino. C'est un autre environnement. On aurait pu avoir ici un démarrage Arduino. Ou on aurait pu être, ne jamais mettre Arduino en prod, mais on aurait pu mettre aussi quelque chose comme Zephyr, qui est plutôt le standard maintenant qu'on utilise sur ce type d'objet. Bon, jusque-là, rien de plus passionnant, mais ça nous permet de revenir un tout petit peu sur l'organisation de la mémoire pour comprendre que je vous ai dit qu'il y avait 448 kg de ROM dans ce système-là, ce qui est quand même conséquent. Et donc, dans ces 148 kg de ROM, on va avoir plusieurs programmes. Et le premier qu'on va avoir, c'est le boot de level 1, celui qui a démarré le système. Et comme c'est une ROM, on ne peut pas la modifier. Donc ce boot de level 1, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas très intéressant, parce que c'est toujours le même. Par contre, ça ne prend pas 448 kg, donc il reste de la place. Qu'est-ce qu'on fait de cette place-là? On la remplit de fonctions qui peuvent servir à n'importe quel programme. Et donc, on va trouver dedans des librairies qui permettent de faire fonctionner le Wi-Fi, le BLE, ce genre de choses. Et on va retrouver la libc. Tout le monde l'utilise, donc autant la mettre à cet endroit-là. Ensuite, on va avoir notre flash, donc notre superbe flash de 4 mégas pour nos 40 lignes de code, et dans lesquelles, au début, on va avoir notre bootloader. Donc ça, c'est notre bootloader de level 2. Et puis derrière, la partie applicative. Alors, le fait qu'on ait la libc ici est plutôt bien, ça fait gagner de la place. Par contre, si jamais un jour il y a un bug dans la libc, on ne peut pas la mettre à jour. Donc dans ce cas, on sera obligé de reprendre ce bloc de libc et puis le mettre dans la partie app. Enfin, il restera là, lui, celui qui est buggé, mais on en mettra un nouveau dans la partie app. Donc il faut se dire que la partie app peut grandir. Bon, mais voyons un peu plus comment est organisé le Flash en continuant notre périple sur notre démarrage. Et si on suit la suite du boot de level 2, en fait, on va tomber sur le montage des partitions. Un peu comme sur votre Linux, vous avez le mapping, on monte SDA1, arrive sur /home ou /. Voilà. Là, c'est à peu près pareil. Je vais vous rendre ça un petit peu plus intelligible, de cette façon-là. Et grosso modo, je vais m'intéresser à trois zones qui nous intéressent. Tout d'abord, la zone application. Et on voit déjà qu'il ne s'agit pas d'une zone, mais de deux zones, deux espaces différents. Et donc, nos 4 mégas deviennent déjà 2 mégas. Et puis, une zone qui est intéressante, c'est la zone qui s'appelle HSM, et qui doit pouvoir évoquer à certains d'entre vous la notion de coffre-fort sécurisé, l'endroit où on planque nos clés. Donc, on se dit qu'on avait des secrets, la loi dit qu'ils doivent être protégés, peut-être qu'ils vont être là. Ensuite, on a d'autres partitions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, elles sont assez standards sur ESP32 et pour le coup nous intéressent peu. Alors zoomons un peu sur cette côté partition. Pourquoi donc avons-nous deux partitions?
Eh bien parce que lorsque je vais mettre à jour mon système, en fait, j'ai besoin d'avoir un endroit où mettre mon nouveau système. Je ne peux pas venir écraser mon propre système pour mettre quelque chose. Si jamais il y a le moindre problème, je ne pourrai plus redémarrer. Donc, mon application, qui est dans une première banque, un premier espace, va détecter une mise à jour, va la télécharger et va la déployer sur la deuxième partition. Cette deuxième partition va être remplie donc avec notre nouveau code qui va être vérifié. Et là, on va avoir un premier mécanisme de signature. Il s'agit d'être certain que celui qui a envoyé la mise à jour soit bien celui qui a fabriqué l'ampoule et pas quelqu'un de mal intentionné. Pour ça, on va utiliser le mécanisme de clé asymétrique avec une clé privée qui a permis de créer la signature lors du build, qui elle reste secrète, et une clé publique qui est connue de l'ensemble des devices qui vont pouvoir valider la signature par rapport au binaire qui a été reçu. Donc une fois que j'ai reçu mon binaire, que je l'ai écrit sur ma deuxième partition, que j'ai validé ma signature, dans ce cas, je peux demander à mon système de redémarrer sur cette nouvelle partition. Là, on va passer au bootloader, qui va détecter cette demande et va démarrer avant vérifier une nouvelle fois que la signature est bonne, avec potentiellement un mécanisme différent. Et si la signature est toujours bonne, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, je vais essayer d'aller choper le firmware juste après qu'il a été écrit pour le modifier. Donc on revérifie la signature une deuxième fois. Et donc si tout est bon, on va pouvoir booter sur ce deuxième système. Alors juste là, c'était un peu chaud à suivre tout ce que je vous ai dit là. Et tout, en plus, je n'ai pas fait des images. Mais je pense que vous avez compris que ça, en termes de lignes de code, ça fait beaucoup plus de lignes que mes 40 lignes de code initiales. Genre plutôt 40 000 pour faire ça, à peu près, et que ça marche. Donc vous voyez déjà que cet petit aspect de pour implémenter la sécurité, j'ai besoin de pouvoir faire des mises à jour de façon sécurisée avec des signatures. Une phrase, le prompt ChatGPT, une phrase, Claude Code, 4 millions de tokens. 40 millions de tokens. Cher. Donc voilà, c'est ça qu'on va retrouver derrière ces systèmes de mise à jour. Bien sûr, le système, il est aussi résilient. Parce qu'une fois que mon Luminion est mis à jour, pour plein de raisons, il peut y avoir un problème sur la flash, une espèce d'électron, je ne sais plus quoi, là, machin, qui peut le traverser, qui vient de l'espace, et qui peut inverser quelques bits dans la flash, et le système pourrait être planté. Mais en fait, le fait d'avoir deux partitions va me permettre de pouvoir refaire un rollback sur la deuxième partition, de redémarrer, de réécrire, ainsi de suite. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'une fois que le système fonctionne, ma deuxième partition vient réécrire son code sur la première. Comme ça, si jamais j'ai un problème sur la deuxième partition, je peux rebooter sur la première avec le même programme. 50 000 lignes de code. OK. Hop. On finit notre boot de level 2. Il nous reste une dernière petite ligne qui est intéressante. C'est que nos partitions, en fait, certaines sont chiffrées. C'est ce qu'il nous met ici. Vérifions s'il reste des partitions qui sont à chiffrer. Et il nous dit, le chiffrement est actif et toutes les partitions ont été chiffrées. Et si on regarde un petit peu plus nos partitions, encore une fois, je ne vous ai pas remis le détail, ce n'était pas très lisible, mais si on allait voir la ligne qui écrivait le montage de nos partitions, on verrait que le chiffrement est activé sur ces deux partitions. Alors sur la partition HSM, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la partition application, ça peut être un peu plus surprenant. Mais sauf qu'en fait, c'est le meilleur moyen de se protéger d'une attaque sur le firmware. C'est que si ma partition est chiffrée, si moi j'essaie de modifier les octets, je vais modifier les octets sans connaître la clé de chiffrement. Donc quand j'aurai écrit 00, en réalité, ce que lira le processeur, c'est 85. Et ça n'a pas marché. Ou autre chose. Pour que ce chiffrement-là fonctionne, en fait, il faut qu'il soit hardware. Et d'où le petit bloc qu'on a vu précédemment et d'où l'usage des ifuse. Donc, en fait, à chaque fois que notre processeur va aller faire une lecture dans la flash, il va récupérer une donnée qui est chiffrée. Ça va être déchiffré par le hardware. Et en fait, lui, il aura une donnée qui va traiter de façon déchiffrée. Et quand il va écrire, de la même façon, la donnée, au moment de l'écriture, va pouvoir se modifier. Alors là, c'est bien. Il y a à peu près 0 ligne de code. Enfin, c'est pas vrai, en fait, mais il n'y en a pas beaucoup. OK. Bon, globalement, notre mise à jour de firmware, elle va nous empêcher, avec les mécanismes que j'ai décrits, de pouvoir injecter ce qu'on a envie dedans pour pouvoir en prendre le contrôle. Et donc, par conséquent, on peut se dire, eh bien, je pourrais essayer d'injecter des choses par câble, puisque je ne peux pas utiliser le système normal. Et donc, ces ports que l'on a derrière, eh bien, ils ont des fonctions qui permettent aussi de programmer.
C'est ce que vous faites quand vous avez un kit de développement et que vous voulez programmer dessus. En fait, vous passez par ce port de communication série. Des ports, en réalité, il y en a deux. Il y a les ports de communication série qui peuvent être utilisés et il y a des ports JTAG qui sont des ports qui sont à plus bas niveau et qui permettent, même sans passer par le bootloader, d'aller faire des choses. Mais ces ports sont désactivables. Et malgré le fait que ce device soit enfoui au fond de notre ampoule, le fabricant a bien décidé de désactiver ces ports. Il n'est donc pas possible de modifier le programme de l'ampoule, que ce soit via le système de mise à jour qui se fait en Wi-Fi, ou que ce soit via le système physique composé par les ports série ou ports JTAG. Plutôt un système, une belle forteresse, plutôt bien protégée. Alors si on ne peut rien faire de ce point de vue-là, on peut regarder peut-être s'il n'y a pas d'autres interfaces, des portes dérobées ou ce genre de choses. Et on peut s'intéresser à l'interface Bluetooth qui est utilisée. Même si nous avons un Luminion qui communique directement par Internet, on va utiliser du Bluetooth. On peut se dire que peut-être ce Bluetooth permet de faire un contrôle local du système, mais il n'en est rien. Le système Bluetooth va entre autres nous servir à faire ce qu'on appelle de l'appairage, c'est-à-dire dire que ce Luminion est bien le nôtre et qu'il ne s'agit pas de celui de quelqu'un d'autre. Alors, à l'époque, et si on était geek, et si je faisais ça le week-end, j'aurais peut-être construit ce genre d'interface en disant à mon Luminion, tu vas être un réseau à toi tout seul, je vais me connecter à toi et je vais te donner les informations. Bon, il y a eu un moment, sur le marché, on avait ce genre de choses, mais alors ça passait pas très très bien en termes d'expérience utilisateur, on va se le dire. Et alors pour le coup, c'est absolument pas RED compliant. Parce que si je fais ça, je ne peux pas avoir de certificat parce que je suis sur un réseau qui est privé. En général, j'évite de mettre des mots de passe parce que sinon, ça fait encore une complexité supplémentaire. Et donc, ça ne marche pas du tout en application de la RED. Donc ça n'existe plus. On avait pensé à un autre système qu'on voit assez souvent. Dans les voitures, par exemple, quand vous appairez votre téléphone avec votre voiture, vous avez un code qui s'affiche sur la voiture que vous devez retaper sur le téléphone. Alors sur l'ampoule, il y a des gens qui se sont dit, peut-être pourrions-nous mettre quelques afficheurs LCD dedans. Bon, d'un point de vue économique, ça marchait pas bien. Moi, honnêtement, j'aurais proposé de faire du Morse. Je trouvais que c'était quand même assez pratique, mais il paraît que ça n'aurait pas plu aux consommateurs. Alors du coup, les ingénieurs ont pensé à un système de péri, mais il y avait une communication Bluetooth. Le principe étant à peu près celui-ci. Le device, donc notre Luminion, envoie une information pour dire de façon continue et répétée « Je suis le Luminion 1, 2, 3, 4, je suis le Luminion 1, 2, 3, 4 », ce que notre smartphone va entendre. Et le smartphone va se dire « J'aimerais bien avoir rendez-vous avec Luminion 1, 2, 3, 4 ». Et pour ça, il va demander l'autorisation au cloud. Le cloud, lui, va lui dire « C'est bon, tu peux y aller, celui-là n'est pas déjà appairé, c'est une personne... fiable, tu peux aller vers lui. Du coup, le smartphone va communiquer avec notre Luminion et lui envoyer une configuration Wi-Fi. Le Luminion va ensuite, grâce à cette communication Wi-Fi, se connecter au cloud et dire « On m'a demandé de m'appairer avec tel compte ». Le cloud va dire « Très bien, voici ta configuration, tu es une ampoule, tu dois être éteinte, et si possible en couleur blanche ». Et ensuite, notre smartphone va pouvoir communiquer ensuite avec le cloud pour demander à allumer le Luminion. Et le cloud renverra une information au device pour lui demander de s'allumer. Alors, ici encore, beaucoup de lignes de code, parce que pour que ceci fonctionne de façon transparente, il faut éviter de faire un appairage Bluetooth. Mais si on ne fait pas d'appairage Bluetooth, on n'est pas dans un mode sécurisé. Or, on doit avoir des transmissions d'informations sensibles, telles que les informations de configuration Wi-Fi, qui doivent être sécurisées. Donc là, en fait, entre le Luminion et le téléphone, on va avoir un protocole de communication chiffré très custom, qui va permettre de faire fonctionner le système. Donc plutôt intéressant. Encore une fois, 40 000 lignes de code, facilement pour faire ce genre de choses. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de communication directe, à part pour ça, entre le smartphone et l'ampoule, et qu'en fait, toutes les commandes qui vont faire le changement de l'ampoule vont toujours passer par le cloud. On verra un peu plus tard, mais c'est encore là. Alors là où le BLE commence à être particulièrement intéressant, j'ai pas démarré mon chrono, est particulièrement intéressant, c'est lorsque on va regarder ce qui se passe avec la télécommande, qui est un composant qui fait partie de l'écosystème. Et là, on peut se dire, en fait, quand j'ai une télécommande, ma télécommande va communiquer avec le système. Alors, on sait que cette télécommande, elle va fonctionner en Bluetooth, puisque de toute façon, notre Luminion ne marche qu'en Bluetooth ou en Wi-Fi, et qu'une télécommande en Wi-Fi a une autonomie d'à peu près une journée ou deux avec la taille des piles qui sont à l'intérieur.
Donc si on veut que les piles aient une durée de vie qui soit suffisamment longue, grosso modo, on va être beaucoup mieux en utilisant du Bluetooth. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette télécommande, comme elle ne communique pas directement avec l'ampoule, elle communique avec le cloud, puisqu'on a vu précédemment que tout passait par le cloud. Du coup, on se dit cette télécommande qui fonctionne en Bluetooth doit faire du TCP/IP pour aller envoyer un message sur le cloud. Mais elle ne fait pas de Wi-Fi. Donc en fait, cette télécommande va, au travers de Bluetooth, envoyer une donnée encapsulée qui va ensuite être relayée par notre ampoule pour ensuite être transmise au cloud. Cloud qui va traduire ça par un message à envoyer à l'ampoule pour l'allumer ou l'éteindre. Mais ça va plus loin. Cette télécommande est un produit qui est indirectement connecté à Internet. Donc cette télécommande va devoir recevoir des mises à jour. Et ces mises à jour doivent venir toutes seules de l'Internet, sans mon téléphone. Donc encore une fois, là, c'est plus un petit message que je dois passer depuis l'ampoule, mais c'est carrément un firmware complet. Quelques centaines de kilos, quelques potentiellement mégaoctets. Et donc en fait, notre liaison Bluetooth ici, c'est en fait un tunnel de communication TCP/IP quelque part. Et donc notre ampoule, c'est plus une ampoule, c'est un routeur. Bridge. Mais elle joue ce rôle-là. Alors là, mes amis, il y a sorcellerie. Et là, il y a 400 000 lignes de code. Je suis méchant. Mais c'est un peu l'idée. Donc ça, c'est assez intéressant en fait. Hein. Notre ampoule, au début, ça commence à devenir un sacré système. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passe maintenant sur la liaison Wi-Fi. Là aussi, ça devient intéressant. Donc, on va se dire, on va mettre entre l'ampoule et l'Internet un man-in-the-middle proxy de façon à pouvoir analyser quel est le trafic qui passe, comprendre comment sont organisés les serveurs derrière et quels sont les messages qui passent pour aller essayer de mettre un peu en avant ce que nous venons de dire. Alors ce man-in-the-middle proxy, on peut le mettre à la fois entre le smartphone et le cloud et à la fois entre l'ampoule et le cloud. Alors un man-in-the-middle proxy, ça consiste à injecter un certificat complètement poucrave, quoi, de façon à ce qu'on puisse déchiffrer tout ce qui va être envoyé en HTTPS ou autre, ou SSL de façon générale, pour pouvoir se l'afficher. Et donc, pour que ça marche, il faut que le système accepte notre certificat bien poucrave. Alors, sur un smartphone, ce n'est pas très compliqué, parce qu'il suffit d'ajouter le certificat racine tout aussi poucrave que le certificat qui va être présenté, et tout va bien passer. Par contre, sur l'objet, non. J'avais un peu d'espoir que potentiellement ceci ne soit pas vérifié. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette ampoule-là fait aussi la vérification de la chaîne complète de certificats. Donc ça veut dire que cette ampoule est capable non seulement de connaître, d'avoir des certificats, mais est capable aussi de les mettre à jour. Alors je vous ai parlé au début de deux oscillateurs, deux horloges qui permettaient de gérer le système. Une qui gérait le processeur et une qui gérait la RTC. J'ai oublié de me poser la question de mais pourquoi gérer l'heure dans une ampoule? Quelle idée? Ben, vous avez la réponse. Si vous voulez pouvoir gérer l'expiration d'un certificat, il faut connaître l'heure et la date. Donc vous avez besoin d'une RTC. En tout cas, ça marche mieux avec une RTC, même si on pourrait faire un peu autre. Donc ce qui est intéressant quand on regarde cet échange et qu'on lui injecte un certificat qui n'est pas bon, c'est que l'ampoule, elle se dit peut-être que en fait, le problème, c'est que je n'ai pas les bons certificats. Et donc elle essaye de renouveler son bundle de certificats. Et donc là, on apprend des choses assez intéressantes sur le fonctionnement de l'ampoule quand on voit ça. On sait que l'ampoule, quand on la met sous tension, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va se connecter à un serveur qui a un test de connectivité. Elle le fait en HTTP, puisqu'à ce moment-là, elle veut juste savoir si c'est de l'Internet. Grosso modo, elle envoie coucou. Si ça leur envoie coucou, c'est que ça se passe bien. Ensuite, une fois qu'elle a de l'Internet, elle se dit j'ai besoin de connaître l'heure pour initialiser mes RTC. Donc du coup, elle se connecte à un NTP serveur. Elle récupère l'heure, elle récupère la date. Une fois qu'elle a récupéré ces informations-là, eh bien, elle va pouvoir valider sa connexion avec le serveur en HTTP, en trouvant les bons certificats, en les validant. Ce qui peut arriver quand on lui injecte un certificat qui n'est pas bon, c'est qu'elle se pose la question, et donc elle récupère un bundle de certificats depuis un serveur de contenu qui lui est en HTTP, bien sûr, puisqu'on n'a pas la gestion des certificats à ce moment-là. On récupère ça, et une fois qu'on a fait ça, on peut se connecter enfin à un broker. Bon, là encore, on a quelques dizaines de milliers de lignes de code pour écrire tout ce petit bazar qui va se cacher à l'intérieur de notre ampoule. Alors là, moi, je me suis dit peut-être que le bundle de certificats, je peux lui injecter mon certificat dedans. Bien sûr que non, parce que lui-même doit être signé. Donc lui-même, ce bundle de certificats est signé pour empêcher qu'on puisse rajouter n'importe quoi dedans.
Bon, de tout ça, et de l'analyse qu'on va faire au niveau de l'application mobile, eh bien, on va pouvoir arriver à peu près à déterminer c'est quoi l'infrastructure cloud qu'il y a derrière notre simple Luminion. Et on retrouve les différents serveurs dont je vous ai parlé précédemment, les serveurs qui contiennent les updates des firmware, nos serveurs de contenu, nos tests de connectivité dont on a parlé, et puis du côté vraiment de la gestion un peu plus fonctionnelle, on va retrouver ici toute une sorte de cluster, parce que derrière 300 millions d'ampoules, il vaut mieux un petit peu de load balancing quand même. Donc on va retrouver tout un ensemble de clusters qui vont permettre de faire la liaison la plus directe possible. Donc on va avoir du stream en fait entre l'ampoule et le smartphone, de façon à avoir le moins de latence possible pour que quand vous allumiez votre ampoule, vous êtes là, ça traverse les serveurs, ça va ici. Pardon, vous êtes là, ça traverse les serveurs, et ensuite ça va sur votre ampoule qui est juste à 1 mètre. Mais donc vous avez fait le tour de la planète. Okay. Et donc entre les deux, il a fallu être le plus réactif. Ces serveurs-là, c'est pas vraiment un broker en soi parce que vous envoyez un ordre d'un côté et de l'autre côté c'est traduit dans un autre ordre sur l'ampoule, mais il faut le voir un peu de cette façon-là. Pourquoi c'est un peu différent? Parce qu'il y a un autre composant qui est très intéressant, qui est ici, qui est le device referential, et qui, grosso modo, est ce qu'on appelle un digital twin, c'est-à-dire la représentation de l'état de l'ampoule à tout moment. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par le cloud? C'est vraiment que je vous le dis, pourquoi on a ce digital twin? En fait, la réponse, elle est très simple. Imaginez, je suis chez moi, j'ai l'ampoule devant moi, j'ai mon application, et je dois absolument voir la même chose, sinon il y a un problème. Mais quand je regarde quelque chose, et par exemple, moi, je viens d'éteindre mon ampoule, bah, peut-être que ma femme, qui elle est au travail et qui regarde l'état d'ampoule, il faut qu'elle voit aussi la même chose que moi. Et donc, si moi j'interrogeais l'ampoule pour lui demander un état, ma femme ne pourrait pas le faire, puisqu'elle n'est pas là. Si moi je changeais localement l'état, bah, en fait, ma femme, elle ne verrait pas l'état qui a changé, puisqu'elle verrait le cloud. Ou potentiellement, elle le verrait, mais avec un décalage. Donc en fait, le fait d'avoir un fonctionnement qui est synchronisé par le cloud assure que tout le monde voit la même image, tout le monde interagit sur la même image, de façon synchrone, et ensuite, c'est cette image-là qu'on va propager sur l'ampoule. Donc ça simplifie pas mal de choses. C'est aussi assez intéressant parce que l'application mobile, derrière, on se rend compte qu'elle, elle est paramétrable, au sens où en fait, elle ne sait pas ce qu'elle va afficher. Elle a un objet, cet objet porte sa structure. Cet objet indique si c'est une ampoule, si elle est multicolore, si on peut faire du dimming dessus ou pas, et ainsi de suite. Et donc, en fonction de ça, elle va pouvoir décrire son écran et afficher son écran par rapport à la description de l'ampoule. Ce qui évite de faire une mise à jour à chaque fois qu'on a un produit différent qui sort. Donc, une infrastructure plutôt assez costaud pour arriver à faire fonctionner tout ça. Donc pour terminer, pour résumer, derrière les 40 lignes de code qui sont le haut de mon ampoule, en fait, nous avons vu que cette ampoule à l'intérieur, elle gérait la connectivité Wi-Fi, elle gérait du HTTP streamé, éventuellement du MQTT dans certains cas, qui a été capable de se mettre à jour, ce qu'on appelle du FIOTA, qui a été capable de faire du pairing BLE, qu'on avait une sorte de hub ou de bridge BLE vers Wi-Fi pour passer des trames IP, quand j'avais des gestions de clés asymétriques, ce qui nous impose de gérer des bundles de certificats, qu'on a une mise à jour qui se fait avec des banques AB, qu'on a de la signature de firmware, du chiffrement de l'ensemble du système, un boot sécurisé, un HSM qui permet de stocker des données, et puis tout un système du coup de flash encryption. Tout ça pour faire fonctionner correctement et en mode sécurisé 40 lignes de code. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Il nous reste un peu de temps, je pense. Oui, on a un peu de temps pour des questions. En fait. Je vais trop vite. Une question à la con, mais on arrive à se rendre compte de l'impact financier que ça peut avoir sur la création de ces... Énorme. C'est énorme. J'ai eu cette discussion cette semaine avec un client qui, lui, a des objets connectés qui sont aussi made in China, mais où, par contre, comment vous dire, à peu près en une demi-heure, on avait pris le contrôle d'à peu près toutes les données de toute sa flotte d'objets connectés et on sait comment injecter des firmware à nous sur l'objet du voisin. Pour vous donner une petite idée. Voilà. Et ce client nous dit que les équipes ont développé très vite les solutions chez ce fabricant-là et que nous qui sommes très bons, nous devrions redévelopper aussi très rapidement. En fait, on lui dit, en fait non, parce qu'eux, ils ont écrit les 40 lignes de code. Et nous, pour qu'on fasse le truc proc, il faut qu'on écrive les 2 millions de lignes de code là, qui manquent. Donc oui, l'impact financier, il est énorme. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des écosystèmes, j'ai parlé de Tuya par exemple, il y en a d'autres qui existent. C'est des écosystèmes qui vont en fait amener aux fabricants d'objets connectés toute la brique sécurité qu'il a. Parce que finalement, ce que je vous ai décrit là pour une ampoule,
Je ne sais pas si je fais un détecteur de présence, une alarme ou autre. En fait, c'est exactement la même chose qu'on va implémenter. Tout ce qu'il faudra changer, c'est les 40 lignes de code à chaque fois. Donc plutôt que de redévelopper de façon infinie, en fait, on va utiliser un écosystème qui est déjà en place. Voilà. Après, au niveau vraiment firmware pur, c'est un intérêt par exemple de Zephyr par rapport à ESP-IDF, c'est qu'il intègre beaucoup plus de ces briques de sécurité nativement, donc ça aussi, ça permet d'aller plus vite. Voilà. C'est un petit peu comme dire, là, sur un système type ESP-IDF, c'est en quelque chose près, c'est comme si vous étiez en train de développer de la sécurité alors que vous êtes sur MS-DOS à la base comme système d'exploitation. Donc il va falloir tout un... Ah ouais, pardon. Ouais, mais après, ils ont tous les bases de sécurité. Mais bon, pour ceux qui ont connu. Voilà. Alors qu'avec des systèmes un peu plus récents, évolués, c'est un peu plus comme si vous êtes sur un Linux, on va dire, et puis dans votre programme, vous héritez de tout un tas de bibliothèques qui sont déjà présentes et ça vous aide. Voilà. Mais oui, ça coûte cher. Indéniablement. Ne serait-ce que de passer les certifications, ça oblige à faire du test, à faire des plans de test, à faire des vérifications de que ça fonctionne. Les suivis des CVE, ça prend du temps aussi. Enfin, voilà. Donc le RAID CRA, grosso modo, ça a un gros impact économique sur le coût de fabrication et de production des objets connectés. Clairement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'ont skippé pendant des années, on ne va pas se le cacher. Merci pour la presse. Est-ce que ça ne serait pas le Wi-Fi tout simplement le problème et peut-être que passer par des protocoles comme du Zigbee, ça serait déjà moins casse-gueule ça simplifierait un peu plus la sécurité vu que ça ne sort pas du réseau local. Alors d'un point de vue sécurité, ce serait une erreur que de penser ça. Tu vois, au sens où si tu dis je ne vais pas faire de sécurité sur Zigbee parce que du coup il n'est pas branché directement à Internet. Et le législateur, il n'a pas été trop bête là-dessus. C'est-à-dire qu'il a dit c'est tout objet connecté directement ou indirectement à Internet. Donc, ce qui veut dire que la réglementation, c'est la même sur Zigbee que sur Wi-Fi. Après, je suis d'accord avec toi qu'un objet qui est sur Zigbee, a priori, ne va pas faire partie d'un botnet dont l'objectif est de faire un DDoS. Par contre, un objet qui est sur Zigbee, tu pourrais imaginer que d'une façon ou d'une autre, il puisse attaquer la gateway qui est chez toi, et qu'en attaquant cette gateway, il puisse soit planter des choses chez toi, soit éventuellement, attaque complexe, mais imaginons, avoir la possibilité de forcer un firmware à lui dans cette gateway-là. Donc c'est toujours un peu un risque, c'est pour ça qu'on fait des choses sur l'indirect. Après, sur le monde Zigbee, ce que je dirais, c'est que globalement, tu as moins besoin d'avoir peur de ton ampoule, mais qui dit Zigbee dit gateway au milieu, et donc en fait, le niveau de sécurité, tu vas le retrouver sur ta gateway. Donc tu vas retrouver la même chose, mais déportée, et les mêmes problématiques, mais déportées sur ta gateway. On s'enlève un petit peu les problématiques de cloud, à aller devoir interroger Internet à chaque fois pour faire des actions. Et c'est un peu plus simple. Enfin, il y a moins de risques. C'est pas une problématique, c'est une feature de passer par le cloud. Parce que ça te permet en fait d'avoir une synchronisation et de pouvoir d'avoir cette notion de digital twin. Voilà. Après, c'est un choix, et après, je suis d'accord qu'il y a plein de il y a plein de raisons négatives au fait d'utiliser le cloud. Le fournisseur disparaît, typiquement sur les modèles d'ampoules que j'ai décrits. Le fournisseur disparaît, vos ampoules, c'est des ampoules à l'ancienne. Hein. Il ne marche plus qu'avec le bouton on/off. Hein. Vous ne pouvez plus rien faire d'un point de vue mobile. Donc, en effet, si on a un système avec un contrôle local, ce qui existe pas mal aujourd'hui, on peut se connecter à la gateway locale. Dans ce cas-là, on va pouvoir toujours garder le fonctionnement du système. Mais tu n'auras plus de mise à jour dans cette approche-là. C'est l'approche de Matter. Je n'ai pas du tout évoqué Matter. Mais l'approche de Matter, c'est entre autres de dire tu vas avoir un écosystème qui est potentiellement pilotable localement ou pilotable par des clouds qui sont standardisés. Bon. Et ça a quand même aussi un intérêt. Il faut comprendre un problème qu'on a dans ce type d'industrie-là qui explique pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour par le passé. C'est qu'en fait, quand vous vendez une ampoule, vous vendez ça 5 balles, 8 balles, hein, grosso modo. Bon, dedans, il y a, je sais pas, 2 balles ou 3 balles de matériel. Il y a eu des distributions, du transport, tout ce que vous voulez. La marge, elle n'est pas énorme sur une ampoule. Et le problème, c'est que cette marge, on va dire que le vendeur a gagné 1 euro sur l'ampoule. En fait, il y a du cloud derrière. Et le cloud, il consomme tout le temps. Donc, le jour où vous l'avez acheté, c'était 1 euro de marge. Le lendemain, c'est 99 centimes. Le lendemain, c'est 98 centimes. En fait, au bout de 2 ans, si votre ampoule, elle marche toujours, en fait, en vrai, elle fait perdre de l'argent à celui qui vous l'a vendu. C'est un peu le problème global de solutions qui sont payées une fois, mais qui ont des coûts qui sont récurrents. Et donc là, il y a 2 solutions.
C'est soit vous faites en sorte qu'il y ait de l'obsolescence programmée et que l'ampoule elle claque au bout de 2 ans, parce que comme ça vous en rachetez une et du coup la marge revient. Voilà. Et l'autre solution, c'est de dire qu'il faut qu'on ait le moins de dépenses possible au niveau du cloud pour que, au lieu que ce soit au bout de 2 ans, ce soit au bout de 5 ans ou 6 ans, ce qui est peut-être la durée de vie normale de votre système. Et dans ce cas-là, vous avez envie, comme avec des systèmes comme Matter, en fait, d'essayer de remettre localement le maximum de choses. Par contre, il faut le faire dans un écosystème malgré tout super sécurisé, parce que sinon, vous retombez dans la problématique précédente. Donc il y a plein de problématiques importantes autour de cet écosystème. Merci. Merci pour le talk. J'avais une question pour rebondir un peu sur le coût, là, par exemple, du cloud, sur le coût énergétique. Au final, est-ce qu'on a une estimation de combien peut consommer une ampoule qui, avec tout le package là, de sécurisation, etc., consomme par rapport à une ampoule qui fait juste on-off, quoi? Alors, grosso modo, quand tu vas allumer ton ampoule, elle va à peu près consommer 2 watts. En gros, c'est ce qui est dessus, entre 2 et 10 watts quand elle est allumée. Je ne fais pas le calcul, mais ton ampoule, quand elle est en veille, c'est-à-dire qu'elle est éteinte, mais que le système est en train de tourner, en général, il ne dort pas. Et pour le coup, sur une ampoule, il va rester connecté et actif. Mais tu vas être de l'ordre de, en moyenne, je pense que tu vas être autour de 20-30 mA. Alors du coup, il faudrait le ramener en watts, mais à la grosse, on va dire que c'est de l'ordre de 0,01 watts. Donc c'est toujours ça de plus que quand ton ampoule était allumée. Voilà. Mais juste pour se donner une idée, si parce qu'elle est connectée, toi, ça te permet de l'éteindre automatiquement. Je prends un exemple, moi j'ai les gamins à la maison, en fait ils aiment bien s'endormir avec la lumière. Et le problème c'est que j'en ai un et il peut tenir jusqu'à 1h du matin avant de s'endormir, le plus petit. Et donc il rallume tout le temps la lumière. Donc nous on a des routines Alexa qui en fait toutes les heures éteignent la lumière. Voilà. En fait si je regarde, si tu veux, l'économie d'énergie que j'ai fait en éteignant la lumière tous les jours depuis 3 ans à peut-être 1h ou 2h du matin quand il a fini d'être réveillé, globalement j'ai amorti 1000 fois le surcoût de consommation qui est lié au fait que mon ampoule soit connectée. Donc c'est vrai que si tu t'en sers exactement comme une ampoule classique avec un interrupteur et tu fais des on-off et ça ne sert à rien d'avoir une ampoule connectée, j'aurais tendance à dire c'est une perte. Maintenant, si elle remplit son rôle d'ampoule connectée, c'est-à-dire que le but c'est de la piloter automatiquement pour une raison X ou Y, logiquement en fait tu vas avoir un effet levier sur le fait qu'elle soit connectée qui est hyper intéressant. Voilà, c'est ma vision du truc. Du coup, la présentation qui a été faite sur le fonctionnement de la sécurité au niveau de l'ampoule, c'est l'objectif du CRA ou... Globalement, c'est une très bonne implémentation. Alors, il n'y a pas tout du CRA, mais d'un point de vue sécurité sur Red CRA, cette ampoule-là est une très bonne implémentation des réglementations existantes et à venir. La grosse différence avec le CRA, c'est que là, on ne le voit pas, c'est peut-être fait, mais on ne le voit pas, c'est toute la notion de suivi des CVE et donc de patching automatique. Donc là, le patching automatique est déjà en place, mais par contre, c'est la régularité. En fait, ce que va amener le CRA, c'est que votre système qui avant était mis à jour, on va dire, 3 fois les 6 premiers mois pour corriger des bugs, et puis ensuite une fois au bout de 5 ans pour un dernier bug critique, et puis plus, quand je parle en 5 ans, au bout de 2 ans, et puis ensuite plus rien dans les 10 prochaines années, ça va être complètement transformé. Donc là, votre ampoule va plutôt recevoir des mises à jour. On verra comment les gens interprètent les CVE et comment ils passent les patchs, mais on va dire pendant 10 ans, elle doit être mise à jour, et elle va peut-être être mise à jour tous les mois, enfin un peu comme votre Windows ou votre Linux. Donc ça va changer pas mal de choses, ça demande à beaucoup industrialiser, ça demande à beaucoup renforcer les mécanismes de mise à jour, parce que comme vous avez le seul moyen de me faire la mise à jour, c'est de le faire over Wi-Fi, avec tout un tas de mécanismes de sécurité. S'il y a un truc qui merde en plein milieu, en fait elle est briquée et vous ne pourrez plus jamais la mettre à jour. Donc votre ampoule, elle part à la poubelle. Donc il ne s'agit pas que ça arrive. Voilà. Mais en tout cas, a priori, je dirais, vu de l'ampoule, tout est en place pour que ce soit compatible avec le CRA. Okay. Donc c'est la contrainte majeure qu'on a justement sur le fait d'avoir le Wi-Fi, la connexion justement à ce cloud de l'entreprise. Pour la mise à jour, oui. On verra comment les choses peuvent évoluer, mais globalement, si on veut une mise à jour qui soit automatisée et qui soit régulière, il ne faut surtout pas demander à l'utilisateur de le faire. Donc il faut falloir automatiser. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie.
Bonjour. Est-ce que l'obtention des certificats en HTTP, c'est pas une faille en soi? Est-ce que le fait de récupérer le bundle? Le bundle de certificats qui permet d'accéder au cloud, Ouais. on le récupère en HTTP, tu disais tout à l'heure, ce qui est Alors, ouais. probablement une conséquence du fait de devoir mettre à jour les certificats. Est-ce que du coup une attaque man in the middle, c'est pas plus facile dans ce cas-là pour Non. pousser des faux certificats et après venir... J'aurais bien aimé. Mais non. Non, parce que ces certificats-là sont des certificats publics. Hein. C'est ce qui permet de valider la chaîne de sécurité, mais donc c'est des données publiques. Donc le fait qu'elles soient en clair pose absolument aucun problème. Okay. Et par contre, ce bundle, lui, il est signé. Bon, moi, j'ai bien essayé de rajouter mes certificats à l'intérieur, mais comme en fait, il y a une signature dont je ne connais pas la clé privée, eh ben, je ne peux pas faire un fichier de bundle de certificats valide. Donc en fait, j'envoie un bundle de certificats en man in the middle, et lui, il le prend, il le jette en fait. Hein, il ne se pose pas de questions. Voilà. Donc non, cette partie-là est sécurisée. Quelque part, votre ordinateur, il ferait la même chose. Hein. Il irait chercher des mises à jour de certificats et il les récupérerait de la même façon en clair. Et voilà, il les signerait pareil. Il n'y a rien de très exceptionnel. Ce qui est plutôt ce qui, moi, m'a surpris quand j'ai fait toute cette analyse, c'est de me rendre compte que c'était vraiment implémenté dans le firmware de cette ampoule. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, c'est l'heure de la pause. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Paul. Merci.